gouvernement de cohésion nationale, quel est le bon profil pour le futur Premier ministre? Les Quinois se limitent à la capacité d'améliorer les conditions sociales du peuple tout entier. Le tissage de raffia pour faire vivre sa petite famille, ça existe et la réalité se passe à Idiofa, territoire de la province du Bandundu. Prolifération des églises de réveil, ce vent ne finit pas de secouer la RDC. La rue Kigoma à Kinshasa en est une illustration probante avec plus d'une église parfois contiguë. Antena, le journal, Mami Tambou. Désolé pour le grand retard avec lequel nous commençons ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous renouveler votre confiance. Le gouvernement de cohésion nationale est en gestation, mais quel est le profil de celui qui doit le piloter? Cette question a été posée aux Quinoises et Quinois ce jeudi. Nombreux d'entre eux se limitent à la capacité d'améliorer les conditions sociales de Congolais. Paulin Kalamba et Hugues Moussongilay ont promené leur micro. La population qui a suivi de près le discours du chef de l'État Kabila attend voir la matérialisation de toutes ces mesures issues des recommandations du Forum national. En ce qui concerne la formation de ces gouvernements dits de cohésion nationale, la plupart d'entre elles souhaitent que le nouveau Premier ministre puisse prioriser d'abord l'amélioration des conditions de vie sociale de tous les Congolais. On sait que dans notre pays, on a déjà connu beaucoup de gouvernements. Espérons que cette fois-ci, ça va aller. Je ne peux rien entendre, sauf que ce sont les hommes qui travaillent. Tout ce que les hommes peuvent faire, c'est l'essentiel, c'est qu'ils travaillent, que la conscience leur revient, la conscience professionnelle et aussi l'amour du prochain. Premièrement, il doit d'abord s'occuper de la vie sociale de la population, donc les sociales d'abord, et je crois que le reste viendra après. Et le gouvernement de cohésion nationale sera toujours bien accueilli, parce qu'ils connaissent bien ce qui est le besoin du peuple. S'il fait ça, nous sommes d'accord. Ce nouveau gouvernement sera connu dans les jours qui suivent. Attendons voir. Élection prochaine, le chef de l'État a insisté sur le respect du quota de 30% de femmes alignées sur toutes les listes de partis politiques. Comment y parvenir quand on relève l'hésitation presque naturelle de la femme congolaise? Les explications avec Afrika Mujinga, Laine Bofantombongo, Safi Maleou et David Tembeni. Parmi les autres mesures importantes annoncées ce mercredi par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, figure bonne place la parité. En effet, l'engagement est pris pour un peu plus de parité dans les institutions de la République. Joseph Kabila a demandé qu'il y ait désormais 30% des femmes sur les listes de chaque parti. Qu'en pense Madame Wivine Landou de l'opposition? Maintenant que le chef de l'État a donné ses orientations, il fut un temps où dans ce pays, la parole du chef de l'État ou les décisions du chef de l'État avaient force de loi. J'espère que ce que le chef de l'État a dit hier aura force de loi et que non pas seulement que ces recommandations de hier seront coulées en loi, mais aussi qu'il y ait une mission d'implémentation et de contrôle des décisions du chef de l'État. Quand le chef de l'État parle de 30% de parité, de parité pour les femmes, cela veut dire que la femme congolaise est interpellée dans son éducation et dans son instruction. Ces femmes qui vont assumer et assurer la représentativité des femmes puissent être des femmes capables. Donc c'est Madame Nkosazana Dlamini Zuma. Madame Zuma est médecin de formation. Elle est la première femme présidente de la Commission pour l'Afrique, l'Union africaine. Donc c'est un cursus de femmes qui au départ est médecin, donc c'est un parcours assez spécialisé de médecin. Aujourd'hui, elle est arrivée à être la présidente de la Commission de l'Union africaine. Ça, pour moi, elle devrait être un modèle, un repère. Quel profil pour ces femmes qui aspirent au pouvoir? Alors, quand le chef de l'État parle d'un gouvernement de cohésion, ça dit qu'il fait appel aux forces vives du pays, de la nation, pour qu'on se mette ensemble, pour qu'on se mette autour de l'intérêt commun qui est le Congo, pour qu'on puisse aller de l'avant, pour qu'on puisse refaire, si pas refaire, mais en tout cas pour qu'on puisse corriger ce qui ne va pas dans la conscience nationale, dans la cohésion et l'unité nationale.
Alors le profil, je parlerai un peu comme pour les filles, il faut que ce soit pour le gouvernement de cohésion, il faut que ce soit des profils capables de rendre service au pays. Il faut que ce soit des profils susceptibles de faire du Congo un pays qui va effectivement être un pays émergent, comme l'a annoncé le chef de l'État. Donc les profils seront divers et variés selon la qualité des fonctions qui vont être confiées à chacun. Il faudra aussi que dans ce profil, que les partis évitent de mettre des gens parce que c'est le parti a un quota et comme le parti a un quota, on va ramasser n'importe qui et on va le mettre dans les ministères. C'est dommage parce que nous avons assisté à des ministres qui ne savent pas pourquoi ils sont là, des ministres qui ne font rien. On ne sait pas pourquoi ils sont là, mais ils remplissent le quota et que chaque mois ils donnent 20 ou 30% au parti. Il faut qu'on finisse avec ces habitudes. Beaucoup de mesures très différentes ont été annoncées ce mercredi. Il va donc falloir voir comment elles seront mises en place. L'actualité, c'est aussi la 68e édition de la Journée mondiale des Nations Unies, marquant l'entrée en vigueur de la Charte de l'ONU qui a été célébrée ce jeudi 24 octobre à travers le monde. À Kinshasa, la cérémonie officielle a été marquée par la levée du drapeau onusien en présence du personnel UN, corps diplomatique et autorités congolaises. Nadia Koulafouka et Mathieu Ngazipovi y ont pris part. Brève cérémonie mais très significative ce jeudi 24 octobre au siège des Nations Unies à Kinshasa, RDC. C'est la commémoration du 66e anniversaire de l'adoption de la Charte des Nations Unies qui marque la création de cette organisation mondiale en 1945. Ainsi, fonctionnaires des Nations Unies et tous les invités avaient les yeux fixés vers les drapeaux bleus onusiens qui du reste en train d'être hissés simultanément avec celui de la RDC. La MONUSCO qui travaille avec nous à la promotion et à la défense des droits humains. Le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, a lu le message du secrétaire général de l'ONU. Nous citons, « Notre défi consiste à faire du développement durable une réalité. Pour les OMD, la pauvreté a été réduite de moitié, songeons maintenant à l'après-2015. » Fin de citation. Pour la partie congolaise, Raymond Chibanda, ministre des Affaires étrangères, a rappelé que la RDC a adhéré aux idéaux des Nations Unies depuis son indépendance. Il a aussi réaffirmé l'attachement de la RDC à encourager le respect de la charte de l'ONU. N'oublie pas le travail plus que remarquable que fait la MONUSCO. La MONUSCO qui construit avec nous la paix. La MONUSCO qui nous aide à mettre fin aux forces négatives dans notre pays. La MONUSCO qui travaille avec nous à la promotion et à la défense des droits humains. Bien après, les chargés des communications des agences onusiennes ont fait la descente dans quelques écoles. Question d'apprendre aux élèves l'existence des Nations Unies et de leur expliquer les fonctionnements de toutes les agences du système de l'ONU. Correctif par rapport aux commentaires de tout à l'heure, c'est le 68e anniversaire de la Journée mondiale des Nations Unies qui a été célébrée et non le 66e anniversaire. En République démocratique du Congo, les Nations Unies ont une mission, c'est la MONUSCO qui a, dont le rendez-vous hebdomadaire a eu lieu spécialement aujourd'hui 24 octobre au quartier général de cette mission. La conférence a été personnellement animée par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, Martin Kobler, qui a évoqué 3 points, à savoir la présentation du rapport sur les enfants soldats alignés dans les rangs des forces négatives, les pourparlers de Kampala et le rapport sur la situation sécuritaire à l'Est présenté à l'ONU. Patricia Mouli et Mathieu Ngadipovi. Au total, plus de 1000 enfants ont été répertoriés dans les camps des groupes armés opérant en RDC. Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, a martelé que c'est un crime. Ces forces négatives doivent libérer ces enfants et cesser les recrutements dans leur rang. En ce qui concerne les négociations de Kampala, la MONUSCO croit en une solution politique équitable. La seule chance maintenant de continuer à Kampala, on doit trouver une solution qui est juste, qui est équitable pour les deux parties. Et je crois, et je suis très confiant maintenant que les discussions sur les 3 articles qui restent, ce sont 3 articles sur 11 qui restent,
qu'ils sont résolus très rapidement. Et je suis en contact avec tous les dirigeants, avec le ministre Chibanda. Extrait. Qu'en est-il alors de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, telle que présentée au briefing du Conseil de sécurité de l'ONU par Martin Kobler? On a l'accord cadre maintenant d'Addis Abeba, numéro 1. On a l'engagement de l'envoyé spécial, Mary Robinson. On a maintenant, avec les 5 envoyés spéciaux, un groupe international qui pousse, qui vraiment est en solidarité avec le gouvernement et le peuple congolais afin d'améliorer. Et nous avons les premiers résultats. C'est la réforme des secteurs de sécurité, ce qui, je crois, c'est très important. Toutefois, les priorités de la MONUSCO restent la restauration de l'autorité de l'État et la protection des civils. Depuis le 23 août dernier, les forces gouvernementales et la milice de la force de résistance patriotique de l'Ituri s'affrontent pour le contrôle du territoire au sud d'Irumu en province orientale. Cette situation affecte directement les populations dont plus de 100 000 personnes ont été forcées de fuir leur foyer et vivent dans la peur de tirs et de pillages systématiques. Les populations sont tout simplement livrées à elles-mêmes, déclare Fred Meylan, coordonnatrice d'urgence de MSF à Guéti. Et l'une des agences du système des Nations Unies, à savoir l'UNICEF, porte à la connaissance du public que de personnes mal intentionnées circulent actuellement dans les ménages de la ville de Kinshasa, vendant de coupons photocopiés sur lesquels figure la mention don de moustiquaires par UNICEF au prix de 200 francs congolais. Ces faussaires prétendent que sur présentation d'un des coupons, l'UNICEF leur remettra une moustiquaire au moment opportun. L'UNICEF s'insurge contre cette pratique et tient à informer l'opinion qu'il ne saurait s'associer à ces genres de pratiques. L'UNICEF précise par ailleurs que toutes les activités dans le cadre de la distribution universelle de moustiquaires imprégnés d'insecticides en cours actuellement à Kinshasa avec l'appui du Fonds mondial sont totalement gratuites pour toute la population bénéficiaire. Il en est de même pour la province du Maniema avec l'appui de l'UNICEF et de l'USAID. En bref, présentation ce jeudi 24 octobre au Grand Hôtel Kinshasa de réalisation du projet régional sur le manioc en Afrique centrale et orientale, ainsi que sur les enjeux pour la gestion et le contrôle de la striure brune par la FAO. Les symptômes de ces virus ont été signalés en République démocratique du Congo, de la province du Bas-Congo et au nord de l'Angola. Sylvain Kapombo-Bosengele y reviendra certainement demain avec force détail. Et dans le reste de l'actualité, retenez que ouverture ce jeudi 24 octobre de l'atelier de validation des curricula au format LMD, entendez licence, master et doctorat dans les instituts d'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Cette filière concerne la gestion de ressources naturelles renouvelables dans les instituts de la stratégie 2020. Elle est appuyée par la coopération allemande GIZ en collaboration avec le ministère de l'Environnement et des Sud-Est, Patricia Mouli et Mathieu Ngati-Pouvi. Atelier ressources naturelles. Les 40 participants à cet atelier vont réfléchir durant 2 jours sur les curricula LMD, entendez, licence, master, doctorat et le texte juridique à mettre en œuvre dans le cadre de la réforme des programmes Made in DRC conçus dans les perspectives d'adéquation, formation, emploi. C'est un atelier pour étudier les possibilités, donc on a dit valider le programme en fait. Il y a une faculté maintenant qui existe, à part la faculté des sciences, il existe la faculté des sciences renouvelables, des biodiversités et sciences renouvelables. Il faut avoir un programme solide qui puisse permettre de nous mettre sur le standard international. Cette formation est une expérience pilote de la coopération allemande GIZ. Le système LMD, les étudiants ils doivent plus travailler de façon autonome, doivent faire plus de travail eux-mêmes. Ils sont moins, on pourrait dire, indoctrinés par des cours frontaux, mais ils auront beaucoup plus un enseignement participatif qui les aide à mieux développer leurs propres idées. Quelles sont les universités congolaises retenues? 7, dont 3 universités, à savoir l'université de Kinshasa, l'université de Kisangani, l'université de Lubumbashi
et 4 instituts supérieurs d'études agronomiques, ICEA Tchela, ICEA Mondongo à l'Équateur, ICEA Bengamisa dans la province orientale et non loin de Kinshasa, ISAV Kimwenza. Tout ceci vise à atteindre la stratégie nationale à l'horizon 2020 qui consiste à former les ingénieurs et techniciens en gestion des ressources naturelles renouvelables. Coopération encore avec l'appui de la Grande-Bretagne s'est tenue aujourd'hui au centre CEPAS à Gombe, l'atelier préparatoire du pacte national anti-corruption. Des représentants des secteurs publics et privés ainsi que la société civile ont validé les différents éléments contenus dans ces documents. Jean-Louis Miaswikama et Hugues Moussonguilaï vous proposent les avis de l'ambassadeur du Canada à l'issue de l'ouverture de cet atelier. Suivez donc Jean Caval-Pelletier. Alors, pour vous parler franchement, dès mon arrivée ici, on m'a parlé d'une ligue qui avait été organisée pour combattre la corruption. Et j'avais été appelé à participer à un atelier, à une séance de travail extrêmement importante où Marie-Chantal, encore là, était l'initiatrice et où certaines sociétés avaient participé. Alors le Canada s'était associé à ce moment-là et on avait vu le travail, tout le travail que ça exigeait pour avoir des progrès réels. Alors c'était à ce moment-là essentiellement privé comme orientation, mais je vois maintenant que le groupe de Marie-Chantal, son groupe de travail, etc., ont réussi à obtenir le parrainage du bureau du Premier ministre. Et ça nous a énormément influencé pour s'engager davantage face à ce partenariat privé-public et aussi la société civile. Qu'elles appliquent effectivement les exigences des lois canadiennes dans les pays où ils travaillent. Et d'ailleurs, il y a eu quelques condamnations. J'avais l'occasion de parler avec notre quartier général à Ottawa hier en vue de la rencontre de ce jour où plusieurs sociétés canadiennes ont effectivement été sanctionnées, graves sanctions économiques et mis au banc des accusés sur nos listes d'opérateurs économiques avec lesquels on devrait travailler à l'étranger à travers notre service des délégués commerciaux. On est très sérieux à ce moment-là et toute allégation sérieuse qui est portée à notre attention. Et je le dis, et comme la ministre de la Justice l'a dit, c'est pas juste des rumeurs. S'il y a des allégations sérieuses à ce moment-là de sociétés canadiennes, on poursuivra ces dossiers-là. Jean-Carole Pelletier, ambassadeur du Canada, a parlé du partenariat public-privé dans la lutte anti-corruption. La Croix-Rouge RDC a réuni ce jeudi tous les secrétaires généraux de l'administration publique pour les sensibiliser sur la nécessité d'appuyer ces mouvements humanitaires auxiliaires du pouvoir public. La Croix-Rouge en RDC ne bénéficie que de 3% de financement de l'État alors que l'aide humanitaire exige beaucoup de moyens actuellement. Commentaire Éric Izami. Ils ont représenté chacun un ministère précis de la République. Profitant de leur présence, la Croix-Rouge RDC a planché sur les caractères auxiliaires des sociétés nationales par rapport au pouvoir public. L'auxiliarité de la Croix-Rouge tient au fait qu'elle aide, elle vient pour seconder et appuyer tout en restant sous la responsabilité principale du gouvernement de la République. Aussi, la Croix-Rouge a explicité que ces mouvements doivent jouir de l'autonomie pour ne pas céder aux injonctions et autres pressions, mais demeurer neutre pour apporter de l'aide aux personnes vulnérables. La Croix-Rouge est apolitique. Elle a pour mission de se montrer disponible pour accompagner le pouvoir public dans les actions humanitaires. Elle initie les dialogues et le maintient en permanence avec le pouvoir public à qui elle soumet périodiquement un plan d'action humanitaire sur la base de volontariat. La Croix-Rouge attend recevoir les ressources nécessaires de la part de l'État pour bien accomplir sa mission de prévenir, alléger la vie, la protéger et venir en aide aux vulnérables en cas de conflits, catastrophes naturelles et autres situations de détresse. À ce jour, c'est vrai que c'est grâce à l'État congolais que la Croix-Rouge a plus d'un bâtiment qui abrite ses services humanitaires. La Croix-Rouge ne paye ni l'eau ni l'électricité, mais la Croix-Rouge ne reçoit que 3% des contributions financières du gouvernement, ce qui devrait être plus vu l'immense travail à faire dans les 4 coins de la République démocratique du Congo.
Écho de la province du Bandundu pour vous dire qu'une femme et ses enfants s'adonnent à la fabrication et à la vente de raffia à Idiofa. Sylvie Fortuné Broula et Jean-Marie Louzingu vous proposent cette réalité. Nous sommes ici dans un quartier populaire du quartier d'Idiofa dans la province du Bandundu. Téné, toute une famille s'adonne au tissage et à la vente de raffia, tels que des sacs, des chapeaux, des babouches à toutes les bourses. De mère aux enfants, ces talents se transmettent bien comme pour dire il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saute-gens. Cette dame, chef au foyer, entretient sa famille avec les bénéfices de ce travail depuis des années. Ce travail, je l'ai appris d'un parent depuis plusieurs années. Je l'ai aussi appris à mes enfants. D'ailleurs, mes enfants étudient grâce à l'argent que nous gagnons. L'un de mes garçons étudie la médecine à Kinshasa. Mes clients viennent de partout, de Kinshasa, Brazzaville, ainsi que d'autres provinces pour venir acheter. La vie est dure, mais elle l'est davantage pour les paresseux. Pour cette famille, la survie provient de ce travail. Un cas d'école à suivre et surtout encourager. Cela a été annoncé depuis plusieurs jours. Eh bien, le conférencier des renommées internationales, Dr Miles Monroe, est arrivé à Kinshasa cet après-midi par l'aéroport international de Njili. Peu après son arrivée, il a animé une conférence de presse au Grand Hôtel Kinshasa pour annoncer la série de conférences sur le leadership qu'il va tenir demain, vendredi, au Romeo Golf à Gombe, propos recueillis par Alain Kuka et Blessunda. It's good to be back in my home in the Congo. Je suis très content de revenir chez moi ici au Congo. I am very happy to see my family again. Je suis très content de revoir ma famille une seconde fois. I was astonished when I saw the beautiful new road that you have completed. J'étais vraiment émerveillé lorsque j'ai vu les nouvelles routes que vous êtes en train de construire. And the progress in the country is manifested by its development and infrastructure. Le progrès dans un pays se manifeste dans le développement de l'infrastructure. So in 1 year, I've seen progress. Dans une année, j'ai vu le progrès. I would like to congratulate the government of the Congo for its visionary, progressive spirit. J'aimerais féliciter le gouvernement congolais pour la vision du progrès. I am here to once again facilitate leadership development training. Je suis ici une seconde fois pour faciliter la formation en leadership. Because the most important function in national development is leadership. Parce que la fonction la plus importante dans le développement d'une nation, c'est le leadership. Nothing happens without leadership. Rien n'arrive sans le leadership. Nothing develops without leadership. Il n'y a rien qui ne se développe sans le leadership. Nothing changes without leadership. Il n'y a rien qui ne peut changer sans le leadership. Nothing progresses without leadership. Rien ne peut progresser sans le leadership. Nothing advances without leadership. Rien ne peut avancer sans le leadership. So leadership determines everything. Donc le leadership détermine toute chose. But the most important aspect of leadership. Et oui, Kinshasa, Kigoma, dans la commune de Kinshasa, serait-elle le siège des églises des réveils? Cette rue aligne plusieurs lieux de culte au point que l'on se demande qui parmi elles prêche le vrai Jésus-Christ. Découvrons cette rue dans ce reportage de Lisette Kwanzambi et José Moussangana. À Kinshasa, la capitale, pas un pas sur une avenue sans rencontrer une ribambelle d'églises de réveil. À titre illustratif, de l'avenue Kigoma jusqu'à l'avenue Kassai, ces églises dites de réveil font parler d'elles avec des tapages diurnes et nocturnes en privant la population d'un repos paisible. Pour certaines personnes, ces églises appelées communément Binzambi font l'objet de business, de marchands du divin ou pasteurs qui profitent de la naïveté de leurs fidèles. Parce qu'il faut que l'église se multiplier. Parce que ma c'est normal qu'il y ait 30 églises sur une même avenue, d'autant plus qu'il y a des terrasses et des bars dans un même coin.
Et ici, il s'agit d'une matière spirituelle qui concourt au salut des âmes. Pour un des fidèles, la prolifération des églises ne doit pas déranger car il s'agit d'une matière aussi spirituelle axée sur le salut des âmes. Voilà pourquoi c'est normal d'avoir 30 églises sur une même avenue. D'autant plus qu'il y a autant de bars et terrasses qui pullulent dans un même coin. Trop de tapage diurne et nocturne, on ne sait pas fermer l'œil de la nuit. On n'a plus d'espace dans les parcelles à cause des églises qui pullulent sur une même avenue. Les pouvoirs publics est invités à veiller à ce que ces églises ne puissent pas perturber l'ordre et la quiétude des paisibles citoyens. Ces fidèles doivent apprendre à prier et à travailler pour contribuer au développement de la République. Car, comme disent le latiniste, ora et labora. Vous avez suivi le reportage de Yolande Kwanzambi et José Moussangana sur la prolifération des églises de réveil à Kigoma dans la commune de Kinshasa. On va lire maintenant la presse. Les journaux parus ce matin dans la capitale ont été commentés et sélectionnés pour vous par Sylvie Fortuné-Bola. Bonsoir, Kengo n'avait pas menti. Le guide renseigne que bientôt un gouvernement de cohésion nationale. Enfin, le président Kabila a fait son allocution devant les deux chambres du Parlement congolais réunies en congrès hier mercredi 23 octobre 2013. De tout le point abordé par Joseph Kabila, c'est lui annonçant un gouvernement de cohésion nationale qui doit bientôt être mis en place à couper court la polémique et diverses interprétations. Entre l'ouverture politique et un gouvernement d'union nationale, le chef de l'État a fait son choix. Ces gouvernements rajoutent des dépêches de Brazzaville sera composé de représentants de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile, ajoutant qu'il aura pour mission de restaurer la paix, l'autorité de l'État et préparer les élections. Joseph Kabila a également annoncé une loi d'amnistie en faveur des détenus civils et militaires, le rapatriement des dépouilles de l'ex-président Mobutu et l'ancien premier ministre Moïse Tshombe, le suivi de la situation des compatriotes incarcérés à la Cour pénale internationale. Qui succédera à Matata Pognon s'interroge la prospérité. Tentative de réponse dans Géopolis Hebdo qui cite quelques noms qui circulent déjà, entre autres Matata Pognon lui-même, Raymond Chibanda, Kengo Adondo, Obaminaku et Lambert Mendy. Gouvernement de cohésion nationale, plusieurs zones d'ombre à éclairer renseignent la tempête de tropique. Le gouvernement de cohésion nationale a pour mission de résoudre tous les problèmes qui se posent au pays, mais les discours prononcés hier par Joseph Kabila n'indiquent pas clairement dans quelle caisse de l'État sont logées les énormes sommes d'argent à dépenser pour ce faire. Le discours de Joseph Kabila ne dit rien non plus au sujet du temps imparti à ces gouvernements de cohésion nationale pour réaliser les incommensurables objectifs qui lui sont assignés. C'est à peine que la fracture sociale qui s'aggrave du jour au jour dans le pays a été évoquée par le discours de Joseph Kabila, alors que c'est par la réduction de celle-ci que la cohésion nationale, tant recherchée, doit commencer. Par contre, les condamnés pour violences sexuelles, crimes de guerre, détournement de deniers publics, ce ne sont pas concernés par l'ordonnance sur les mesures de remise de peine. La référence plus rapporte que de l'article 1 à 5, Joseph Kabila, par souci pour consolider la cohésion nationale, a procédé par la remise graduellement des peines dont les jugements étaient devenus irrévocables au 23 octobre 2013. Ainsi, l'article 1er de l'ordonnance précitée a connu les peines de mort aux peines à perpétuité. L'article 2 a remis les peines à perpétuité aux peines des condamnations à 20 ans, tandis que l'article 3 a revu les peines de condamnation de 20 ans aux peines de 5 ans. L'article 4 a quant à lui procédé à la remise de peines de 5 ans à 3 ans, tandis que l'article 5 a remis en liberté ceux qui étaient condamnés à moins de 3 ans. Ça sera tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée chez vous. Ce journal est complètement terminé. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Ce remerciement au nom de Sylvain Kapombo Bosengele, chef d'édition de ce soir. Avec le même plaisir, je vous retrouve demain à 19 h. Portez-vous bien.